Imaginer le futur et faire un exercice de science-fiction, c'est toujours un petit peu difficile. On peut prévoir à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, mais malgré tout, ça reste toujours à une échelle assez réduite. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'instructions en regardant le passé. Et les trajectoires passé, présent, futur sont souvent très, très intéressantes à regarder. Alors bien entendu, compte tenu du temps qui est imparti, je le ferai très rapidement, il y a eu beaucoup de philosophes, de chercheurs, de savants, d'anthropologues qui ont regardé la technique au cours des âges. Il y a, je vais en citer que très peu, André Leroi-Gourhan, anthropologue, qui a regardé l'évolution de la pierre taillée. Je remonte un petit peu loin, bien sûr. On n'est pas dans le génome. Mais il a aussi expliqué comment l'outil est lié au geste qui maintient l'outil, qui le prend et qui permet, par exemple, d'utiliser une hache ou un instrument pour pouvoir faire par exemple, les premières trépanations qui ont existé. Marcel Mauss, qui est connu pour la théorie sur le don. Mais il a aussi décrit la technique comme quelque chose qui est transmissible. C'est-à-dire, c'est pas le fait, une technique, c'est pas le fait d'un individu, c'est quelque chose qui se transmet. À l'époque, ce qu'il a décrit de génération en génération, nous on dirait ce qui nécessite une formation. Freud, il a décrit l'homme comme un dieu prothétique, c'est-à-dire doté de prothèses, avec le microscope qui lui permet de voir le petit, ou le télescope qui permet de voir le ciel, mais qui ne lui permet pas d'être heureux finalement. Et puis, je vais convoquer encore Descartes, pour qui la technologie est vertueuse, et puis on peut décomposer tous les systèmes de manière rationnelle. On pourrait mettre Auguste Comte également dans cette rubrique des rationalistes, qui sont dépassés aujourd'hui par les théories de la complexité. Parce que dans les phénomènes que l'on regarde aujourd'hui, il y a de la complexité, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté à décomposer les processus en éléments élémentaires, en processus élémentaires, et pouvoir les analyser ponctuellement. Je finirai, pour ces personnes qui ont réfléchi avant nous, par Bernard Stiegler, qui est contemporain, et qui a parlé de l'innovation comme étant une invention socialisée, c'est-à-dire qui est adoptée, acceptée par tous, et donc excusez-moi, et qui est accepté par tous et donc qui nécessite un processus d'évaluation, de compréhension, d'acceptation par les utilisateurs. Alors, si on regarde les phénomènes très importants, je vais parler simplement des 3 révolutions industrielles, début, un siècle à peu près à chaque fois, 1760, 1860, 1960. Le pic de la première, la révolution du charbon, Watt, c'était 1900 à peu près. On consomme bien sûr encore aujourd'hui du charbon, machine à vapeur, etc. Mais les organisations qui en dépendaient, c'était des organisations pyramidales. Deuxième révolution industrielle, c'est le pétrole, c'est tous les dérivés de raffinage. C'est les avions, les voitures, la chimie, c'est les déplacements très lointains, et ce sont des groupes internationaux qui s'imposent partout. Aujourd'hui, 3e révolution industrielle qui a démarré sans doute autour du Pacifique, en Californie, au Japon, 1960. Le pic prévisible, d'après différents observateurs, 2040. L'électricité, les smart grids qui répartissent l'énergie, et les réseaux. Donc les organisations qui en dépendent, ce ne sont pas des organisations hiérarchiques, ce sont des organisations en réseau. Et là, ça change beaucoup de choses. Alors, je vais passer quelques points de repère, si vous le voulez bien. C'est quelles sont les grandes catégories d'innovation. Il y a d'abord tout ce qui est technologie push. Par exemple, ce n'est pas des médecins qui ont inventé les GPS, mais on peut l'utiliser pour faire de la localisation, par exemple, de patients Alzheimer.
Alors, des lasers femtosecondes, je ne dis pas que ça marche bien ou que c'est bien ou c'est mal, pas de jugement de valeur. Les lasers femtosecondes qui permettent de faire la kératotomie, c'est-à-dire faire de la chirurgie réfractive, qui permettent aussi une grande précision, une amélioration comme ici de pouvoir détruire le cristallin par des impulsions ultra brèves. Donc là aussi, c'est du technology push, du science push. Après, il y a le demand pool. Le demand pool, c'est tout ce que demandent finalement les médecins, la société, l'épidémiologie. Alors là, par exemple, les nouvelles générations d'IRM, eh bien, ce sont des IRM avec des très grands tunnels, très ouverts, qui permettent de faire passer des patients obèses. Et ça défie un petit peu les pronostics d'il y a une dizaine d'années. Maintenant, troisième processus qui est peu connu, je dirais, c'est l'effet smartphone, c'est-à-dire qu'on va intégrer, on va mettre beaucoup de choses rassemblées dans un objet. Alors, il y a dans un service, par exemple, de Réa, énormément d'appareils connectés, c'est compliqué. Là, ici, c'est une salle de radiologie interventionnelle aux hôpitaux de Strasbourg avec une équipe prodigieuse qui fait des gestes, mais ils ont des instruments partout, c'est extrêmement compliqué. Il y a un besoin d'intégration. Ici, c'est toutes les applications gérées par la direction du service d'information des US, les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il y en a des centaines. Des centaines, on pourrait revenir dessus. Mais alors, illustrer la complexité, effectivement, pilotage, médical, admission, programmation, etc. Donc, inutile de commenter bloc par bloc. Alors, quand on regarde également quelles sont les pentes, quels sont les éléments qui font qu'une innovation réussit. On peut les classer en trois. Augmenter les performances, diminuer les risques ou encore améliorer l'accessibilité, c'est-à-dire la miniaturisation, le prix, etc. Par exemple, ici, ce sont deux images d'angiographie par IRM. À gauche, 1,5 Tesla. À droite, 3 Tesla. On voit qu'il y a des tas de petits détails vasculaires qu'on voit beaucoup mieux à 3 Tesla. Ici, c'était l'encéphalographie gazeuse jusqu'en 1975. Avant l'arrivée du scanner, on injectait des bulles de dioxyde de carbone par voie le long du rachis. On faisait remonter les bulles jusque dans les ventricules cérébraux et on faisait tourner. Il y avait des douleurs absolument atroces des patients qui subissaient ça. C'était le nec plus ultra en 1975. La miniaturisation. Voici les échographes d'aujourd'hui. C'est des échographes qu'on peut mettre dans sa poche quasiment. Bon, on ne voit pas la sonde, mais ça reste extrêmement petit. On peut l'emmener partout. On a parlé pendant un temps du stéthoscope, des nouveaux stéthoscopes modernes. Alors, autre élément de réflexion que je vous soumets, c'est les mécanismes d'industrialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le système de santé est industrialisé et en quoi? Alors, moi, je pense que oui, et je vais vous citer pourquoi. Il y a d'abord un mécanisme de concentration. La concentration, c'est-à-dire qu'on va faire fusionner des établissements. Il y a un rapport IGAS de mars 2012 qui a montré, en 15 ans, on avait fusionné 90 établissements. Le résultat est mitigé malgré tout. Mais là, c'est la ville de Grenoble, vous voyez, donc c'est une Google Map. On voit l'hôpital Michalon au nord, l'hôpital des Chirolles au sud, et puis dans la ville, des cliniques privées en bleu, un peu plus petites, pas toutes, mais il y a dans toutes les villes de France, à quelques rares exceptions près, un mécanisme de concentration. Et pas qu'en France, bien entendu. Un phénomène de spécialisation. La spécialisation, c'est le passage de l'après-guerre à 70% de médecins généralistes à pas très loin de 35% aujourd'hui. C'est du taylorisme, c'est le travail spécialisé. Il faut appeler un chat. Et c'est un mécanisme industriel par excellence. Enfin, les processus, c'est tous les processus que l'on décrit. Je ne sais plus si je les ai gardés, peut-être pas. Alors ça, c'est M. Taylor qui avait démontré sur un poste de travail tous les mouvements que l'on pouvait faire de manière à optimiser les mouvements. C'était en 1915. Ici, c'est ce que l'on fait dans un garage pour optimiser tous les mouvements d'un patient. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes un certain nombre à regarder dans un bloc opératoire tous les mouvements des patients. Ça, c'était Fyodorov en 1970. C'était effectivement la kératotomie radiaire parce que les Russes, les Soviétiques n'avaient pas d'industrie de la lunette. Et donc, le premier faisait l'anesthésie, le deuxième, les premières coupes, etc. Et donc, ça a été abandonné. Mais
Voilà, et là je crois que ça doit être la dernière diapo. Je vous soumets ça. Ça c'est la ville de Shanghai. On a fait des essais avec, en observant les tweets géolocalisés et en filtrant sur le mot hôpital. Et donc, tous ces points ici sont les hôpitaux de la ville de Shanghai, et le diamètre est proportionnel à l'importance. Et donc, on les a en temps réel. Les tweets en France sont beaucoup moins nombreux, mais on voit par là une évolution de l'informatique et de la puissance qui est disponible. J'ajouterais, si le modérateur me le permet encore, qu'il y a une très grande changement dans les organisations par rapport à la rareté. Avant, la rareté faisait que ce qui était rare était cher. Aujourd'hui, ça a changé. Certains parlent de la révolution noétique, la révolution de la connaissance, c'est-à-dire que les objets deviennent... il y a une ubiquité des objets. Et donc la rareté n'est plus ce qui est cher. Tout ce qui est dans le domaine de l'informatique le démontre bien. Et ça a pour conséquence un changement dans la propriété. Donc la propriété n'est plus... un hôpital n'achète pas forcément comme il le faisait avant, un peu comme on prend des Vélib dans les villes, on peut aussi avoir des relations aux objets différentes. Et donc il y a aussi de ce point de vue organisationnel des changements très profonds. Merci de votre attention. Merci, M. Langevin.